étions au domaine avec ma famille. Le temps était mauvais ce jour-là, c'est pour ça qu'on nous a trouvés à la maison. Et quand nous avons vu monter les chars, mon mari a connu que c'était les Allemands. Il dit, si vous me croyez, nous ferions bien de partir, de nous tirer de là. Puis personne n'a bougé. Personne n'a bougé et entre-temps, il y avait des militaires qui s'étaient détachés et qui sont venus à travers champs et qui nous ont pris à la maison. En nous disant, tous, place du marché. Et en effet, il a fallu se rendre ici sur ce champ de foire. Je n'ai pas besoin de vous dire l'émotion qu'on a eue et la peur. Et après une longue attente, on nous a séparés, les hommes des femmes. Nous avons été conduits à l'église et les hommes ont été mis dans les granges. Le moment le plus pénible, c'est quand il a fallu se séparer. Mon fils ne pouvait pas me lâcher de mon cou. Les petites, c'était pareil. Oradour-sur-Glane, village martyr. Le 10 juin 1944, à 14 h, le village était cerné, encerclé par une centaine de soldats de la division Waffen SS Das Reich. Ce jour-là, dans ce paisible village, eut lieu le plus grand massacre de civils français de la Seconde Guerre mondiale. 643 personnes furent exécutées dans la plus grande barbarie par les soldats allemands de la 3e compagnie du bataillon 1 du Heerführer Adolf Hitler. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et non pas de l'exploration, mais un reportage au cœur d'Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, village martyr, où le 10 juin 1944, 642 personnes furent assassinées, c'est le terme, par des soldats allemands, par la compagnie SS de Adolf Hitler. Vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo l'histoire d'Oradour-sur-Glane. Terrible histoire, le massacre d'Oradour, c'est tout de suite. En 1944, Oradour-sur-Glane est un village qui n'est pas touché par la guerre, un village où il fait bon vivre. Les habitants ne sont ni collaborateurs, ni liés au mouvement de la résistance. Ils sont uniquement engagés dans des activités comme le football, la pêche dans la rivière Glane. Ils aiment se réunir dans les nombreux cafés ou se rencontrer à la station de tram. Dans ces endroits, les villageois ont pour l'habitude de rencontrer les voyageurs des trains quotidiens en provenance de Limoges. Oradour-sur-Glane est une île dans un océan de chaos, un endroit paisible où des centaines de réfugiés débarquent pour fuir la guerre. Parmi eux, on trouve des Espagnols, pour la plupart des communistes qui se sont battus pendant la guerre civile espagnole. La population de la ville compte 330 habitants, mais en réalité, ce nombre double avec les réfugiés présents le jour du massacre. Il y a même quelques juifs qui se cachent dans le village car ils savent que les villageois ne sont pas partisans. De ce fait, il n'y a aucune raison pour que les forces d'occupation investissent le village. L'occupant allemand n'a donc aucune excuse pour choisir Oradour-sur-Glane. Aucune excuse pour y commettre un crime aussi horrible. Les nazis n'ont aucune raison valable d'attaquer ce petit bourg pacifique, sauf si on ajoute à la cruauté l'erreur fatale. Le jour fatidique du massacre a lieu un samedi. Ce jour-là, les villageois attendent avec impatience
la messe dominicale du lendemain, qui doit être le jour de la première communion pour certains enfants catholiques. Ils attendent aussi impatiemment ce dimanche à cause d'un match de football qui doit opposer deux équipes locales. Oradour-sur-Glane est encombré de gens, y compris d'enfants, évacués de différentes régions, notamment Nice, Avignon, Montpellier et Bordeaux. Même si c'est samedi, les écoles sont remplies d'enfants à cause d'une visite médicale. Oradour compte alors 64 garçons et 109 filles répartis dans 3 salles de classe, soit un total de 191 enfants. Ce samedi, il est prévu une distribution de rations de tabac. Le village est situé dans une région agricole riche et de nombreuses personnes sont présentes pour s'approvisionner en vivres. D'autres viennent pour les loisirs du week-end. La rivière Glane étant considérée comme un endroit idéal pour la pêche. L'hôtel Avril, lui, affiche complet. Certains de ses clients sont venus de la ville pour échapper aux dangers des bombardements, notamment de Paris, Reims et Bordeaux. Même chose du côté de l'hôtel Milor, où la terrasse et la salle du restaurant sont pleines. Les habitants d'Oradour-sur-Glane viennent de terminer tranquillement leur déjeuner lorsque la division SS arrive aux alentours de 14 h. C'est alors un convoi de poids lourds composé d'une dizaine de véhicules qui traverse la rue principale en direction de la ville haute. Là, c'est environ presque 200 soldats, tous vêtus de vestes de camouflage qui descendent des camions. Le garde champêtre, M. Depierrefiche, reçoit l'ordre de parcourir les rues du village pour alerter les habitants. Avec l'aide de son tambour, il doit lire un ordre qui exige que tous les habitants, hommes et femmes sans exception, doivent se rassembler immédiatement sur la place du champ de foire. Avant cela, ils doivent se munir de leurs papiers pour que les Allemands effectuent un contrôle d'identité. Pour aller plus vite, les hommes de la SS entrent dans les maisons d'Oradour. Ils ouvrent toutes les portes et, sous la menace de leurs armes, forcent tout le monde. À 14h45, tout le monde est rassemblé. Les mères portant leurs bébés et des personnes âgées ont été traînées manu militari hors de leur lit. Même le boulanger a été interrompu dans son travail. Il se tient là, torse nu, recouvert de farine. Les villageois rassemblés sont encerclés par des soldats SS équipés de 6 mitrailleuses. À ce moment précis, les villageois sont convaincus qu'ils vont être soumis à une simple vérification d'identité. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'au même moment, le docteur Paul Dessourteaux, maire de la ville, est chargé par l'un des soldats de choisir 30 otages. Mais il refuse catégoriquement. De ce fait, il est emmené à la mairie pour une courte période avant de retourner au point de rassemblement. Pendant ce court laps de temps, il a tenté une négociation en proposant de le prendre lui et sa famille comme otages. Cependant, rien n'y fait et les SS refusent son offre. L'heure de la séparation a sonné. Il est 15 h quand les SS commencent à séparer les hommes des femmes et des enfants. Les hommes sont emmenés dans 6 endroits proches, les femmes et les enfants dans l'église du village. Pour justifier cela, un soldat allemand déclare : évidemment, personne n'avoue quoi que ce soit pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien.
toute cette mise en scène n'est qu'un prétexte pour organiser le massacre à venir et le pillage en règle du village. Car pendant que les femmes attendent dans l'église et que les hommes sont assis en rang sur la place du marché, les SS commencent à piller la ville. Dans les différents groupes d'hommes et de femmes, certains rient, d'autres pensent au match de football du lendemain. Ce qu'ils ignorent, c'est que dans quelques minutes, ils seront mitraillés, leur corps entassés avant d'être brûlés. Ceux qui vont survivre le feront en se cachant sous les cadavres de leurs voisins. À 15h30, un témoin affirme qu'un officier, grand et mince, est venu du côté de l'église pour parler au maire M. Dessourteaux. Ce témoin s'appelle Armand Senon. Il est alors âgé de 29 ans. Il assiste à cette scène de chez lui depuis la place du marché. Il n'est pas au point de rassemblement car il s'est cassé la jambe en jouant au foot. Après une brève discussion, les hommes de la ville sont répartis dans 6 endroits. Il s'agit des granges Lodi, Milord et Bouchoul, mais aussi du garage Dessourteaux, du magasin Denis Wine and Spirit et de la forge de Beaulieu. Plusieurs survivants ont déclaré avoir entendu une explosion. Tous sont convaincus que cette détonation était un signal ordonnant l'assassinat des hommes du village. La fusillade commence dans les endroits où sont réunis les hommes. Les premiers à tomber sous les balles se retrouvent naturellement protégés par les corps de leurs voisins qui viennent les recouvrir. Une fois que tous les hommes sont tombés, le calvaire continue. En effet, les tortionnaires marchent sur les corps pour finir le travail à bout portant avec leurs revolvers. Les blessés qu'ils voient encore bouger sont méthodiquement achevés. Le groupe emmené et enfermé dans l'église comprend toutes les femmes et tous les enfants du village. Une seule femme survit au carnage. Il s'agit de Marguerite Roufanche. Son témoignage constitue tout ce qu'il est possible de savoir du drame. Elle a perdu dans la tuerie son mari, son fils, ses 2 filles et son petit-fils âgé de 7 mois.
Oradour, terre martyre. Oradour, terre de désespoir, symbole de la barbarie nazie, où chaque rue, chaque maison et chaque pierre est un cri d'horreur.